Jeunes. Le coup d'envoi est donné ce mercredi avec la célébration du mercredi des cendres à l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Les fidèles étaient nombreux ce matin. Et puis violence politique, le collectif Cartographerie Sénégal a rendu officiel son rapport final sur les décès survenus lors de la répression des manifestations politiques au Sénégal. 65 personnes, d'après le rapport, ont perdu la vie, dont 51 tuées par balle. Et pour terminer, à l'international, la Libye lance le premier appel d'offres pétrolier depuis 17 ans. Le pays est résolu à attirer de nouveaux investisseurs pour relancer l'exploration et moderniser ce secteur avec comme objectif 2 millions de barils par jour. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Après donc les musulmans, c'est au tour de la communauté catholique de démarrer le carême, 40 jours de prière et de reconversion, dont le coup d'envoi est donné ce mercredi avec la célébration du mercredi des cendres à l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Les fidèles ont massivement pris part à la célébration, compte rendu Kader Cissé. Solennité du mercredi des cendres en l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Une imposition des cendres en fin de célébration qui marque le coup d'envoi du carême, 40 jours de conversion tel que Jésus-Christ l'a vécu au désert pour préparer sa résurrection. À travers la première lecture tirée du livre du prophète Joël, la deuxième tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens et l'évangile selon Saint Matthieu, les fidèles sont invités à vivre dans la discrétion ce temps de pénitence qui se repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la prière qui nous permet de nous centrer sur Dieu. Le deuxième pilier, c'est l'aumône qui nous permet de nous centrer sur nos frères et sœurs en humanité. Et le troisième pilier, c'est le jeûne qui nous permet maintenant de nous décentrer de nous-mêmes. Le carême, c'est aussi pour tout chrétien une invitation à l'obéissance et à l'humilité. Nous sommes tous invités à cela, à l'obéissance au commandement de Dieu et à l'humilité à l'instar de Jésus-Christ. Alors que ce temps nous permet effectivement de mettre en pratique les commandements de Dieu, d'entrer dans ce combat de Dieu en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Une action de grâce pour les fidèles qui l'accueillent dans la foi et l'allégresse. Et nous le vivons dans la joie, dans l'allégresse, parce que c'est un temps qui nous rapproche de notre Dieu, un temps qui nous permet vraiment de faire un retour à Dieu, de par nos attitudes, de par notre vie de prière, de par notre vie entre nous et les autres. Les chemins de croix se tiendront également tous les vendredis dans les différents lieux de culte tout au long de ce temps béni. À la veille du mercredi des cendres marquant le début du carême, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de soutien et de fraternité à la communauté chrétienne du Sénégal et du monde entier. Dans son message, le chef de l'État a souligné l'importance de cette période de prière, de jeûne, de pénitence et de partage, la qualifiant de chemin de conversion et de renouveau spirituel. Il a conclu en formulant des prières pour le Sénégal, appelant à l'unité et à la fraternité entre tous les citoyens. Et puis nous l'annoncions dans les titres violence politique, le collectif Cartographerie Sénégal a rendu son rapport final public sur les décès survenus lors de la répression des manifestations politiques au Sénégal. Selon leurs conclusions, 65 personnes ont perdu la vie, dont 51 tuées par balle, ce qui représente 81% des cas recensés. Ce document, fruit d'un travail minutieux, dresse donc un tableau sombre des violences qui ont secoué le pays. Les régions les plus touchées sont Dakar avec 40 victimes et Ziguinchor qui en compte 19. L'âge moyen des personnes décédées est de 26 ans avec des extrêmes allant de 14 à 53 ans, révélant l'impact de ces violences sur une population majoritairement jeune. Près de la moitié des victimes exerçaient par ailleurs des métiers manuels tels qu'ouvriers ou mécaniciens, tandis qu'un quart étaient des élèves ou encore des étudiants. Ces chiffres mettent donc en lumière la diversité des profils touchés par ces tragédies, soulignant l'ampleur du drame humain.
Pendant ce temps des questions politiques, toujours les jeunes du parti République des Valeurs soutiennent la démarche de Thierno Alassane Sall concernant l'abrogation de la loi d'amnistie. En conférence de presse, ils ont fait savoir que la proposition de loi de leur président fait partie du programme de législature de leur coalition. Ils rejettent le concept d'abrogation partielle proposé par le PASTEF. Nous espérions que l'abrogation de l'amnistie serait le premier acte que poserait la majorité parlementaire de PASTEF. À la surprise générale, cet engagement n'est plus dans l'agenda du régime de PASTEF, qui avait commencé à indemniser intégralement des victimes. Le président Thierno Alassane Sall a alors pris ses responsabilités en introduisant une proposition de loi conforme. Dans le programme de législature de la coalition Sénégal-Kessé, nous avions pris 2 engagements au sujet de l'amnistie. 1. Abroger la loi d'amnistie. 2. Réviser la Constitution afin que l'amnistie ne puisse être adoptée que par référendum. Ils avaient commencé à parler d'abrogation partielle, ce qui est clairement rejeté par les Sénégalais. Ensuite, ils ont changé de vocabulaire en parlant de reporter la loi d'amnistie. Après avoir repoussé la proposition du président Thierno Alassane Sall, illégalement sur le fond fallacieux et l'incidence budgétaire, le régime PASTEF parle maintenant de loi interprétative. La réaction des Sénégalais et de leurs propres militants montre que le peuple a compris qu'on parle toujours de l'abrogation partielle. Toute la question est de savoir maintenant pourquoi PASTEF ne veut pas d'une abrogation totale de la loi d'amnistie. Moussa Diakhaté, fervent opposant à la remise en cause de la loi d'amnistie votée à l'aube du départ de Macky Sall, lui ne cache pas son indignation face à cette tentative de révision partielle. Pour le député, les nouvelles autorités doivent opérer une révision totale du dispositif légal ou renoncer à son abrogation. Parler d'abrogation partielle ou de rapporter la loi, c'est fuir le véritable débat. Quand nous le faisions à l'époque du président Macky Sall, nous le faisions parce que nous voulions la paix et la concorde. Les principaux bénéficiaires disent ne pas en vouloir. Qu'est-ce qui les empêche de l'abroger directement? C'est parce que c'est un faux débat. Ils manquent de courage dans leur attitude et c'est des jeunes. Je les invite à être plus sincères. Si la loi les arrange, qu'ils l'assument. Si la loi ne les arrange pas, qu'ils prennent leur courage à deux mains et l'abroger et suivre les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences de l'abrogation de la loi. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Et il faut qu'ils sortent de ce discours populaire. Ils sont aux affaires. Le Sénégal est trop sérieux pour qu'on joue avec. On les appelle et on les invite. Soit ils veulent abroger la loi, qu'ils y aillent, ou qu'ils se taisent et se mettent au travail. Et puis le consortium des organisations de la société civile a présenté les 15 ambassadeurs qui seront les vecteurs du projet Sahel Jam. Ce projet est une opportunité de réconcilier la société pour créer les conditions d'une paix durable, une occasion pour la société civile de lancer officiellement l'Observatoire de la gouvernance démocratique et politique. C'est cet appel à l'unité véhiculé à travers ce hymne national que le consortium des organisations de la société civile compte répondre à travers son projet Sahel Jam, un projet pour lequel les 15 ambassadeurs de la pays en constituent un dispositif central. Donc à chaque fois qu'il y aura des tensions, des crises, eh bien ces ambassadeurs vont se lever pour aller prêcher la paix, pour chercher des compromis entre les différents protagonistes de ces crises. Officiellement installés dans leur nouvelle mission, ces ambassadeurs sont chargés de prévenir les conflits, promouvoir le dialogue et désamorcer les tensions, des défis qu'ils s'engagent à relever. Nous sentons que nous avons la responsabilité, avec toute l'humilité nécessaire, la responsabilité de partager ces valeurs de paix avec nos concitoyens. Pour ainsi mieux promouvoir une culture de paix et renforcer la participation citoyenne, la société civile lance aussi un observatoire de la gouvernance démocratique et politique. Vous le savez, la démocratie n'est pas donnée. Elle doit être nourrie, elle doit donc être protégée. Elle a besoin d'être évaluée régulièrement pour voir quels sont les points de faiblesse, quels sont les points forts. Ces deux initiatives ont ainsi qu'un seul objectif,
consolider la démocratie et préserver la paix. Notre pays et ses populations sont profondément attachés aux idéaux de la paix et de la démocratie. L'Assemblée nationale, sous la présidence de M. Malick Ndiaye, réaffirme son engagement à accompagner ces initiatives. Et puis après l'agence de notation financière Moody's, c'est l'agence S&P qui dégrade de nouveau la note du Sénégal. Selon l'agence, le Sénégal a chuté jusqu'à la note B3 avec une perspective négative, une dégradation qui aura des conséquences néfastes sur l'économie du pays, selon Abdoulaye Seck, économiste et spécialiste des finances et de la gestion des risques. Aura comme conséquence une hausse des taux d'intérêt, ce qui implique inéluctablement des coûts élevés de la dette, avec un taux d'endettement de 106,4%, un déficit de 12,6%. Ça veut dire que maintenant, nos réserves seront sollicitées pour garantir certains emprunts et certains financements. Il y a également le découragement des investisseurs et qui aura comme conséquence également une difficulté pour financer les projets de développement qui ne sont pas des projets à incidence financière très forte, c'est-à-dire des projets à rentabilité financière très élevée, mais qui sont des projets quand même très utiles pour le développement économique et social. Nous avons également une possibilité, d'ici à 12-18 mois, de subir encore une nouvelle dégradation de la note si les conditions économiques et financières ne s'améliorent pas. Si on subit cette nouvelle dégradation, ce serait vraiment extraordinaire, ce serait la catastrophe et on serait presque un pays en cessation de paiement. Et puis, cette affaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce gestionnaire des bases de données des notes des étudiants qui est accusé de profiter de son statut pour proposer à des étudiants et des étudiantes de gonfler leurs notes en échange de sommes d'argent ou encore de faveurs sexuelles. L'affaire a eu lieu au département des lettres modernes. Sur place, les étudiants condamnent l'acte et appellent à plus de vigilance de la part des autorités universitaires. Beaucoup d'étudiants ne sont pas informés de la situation et pourtant, l'affaire fait le tour des réseaux sociaux. Le département des lettres modernes dans cette grande faculté de l'université est secoué par une affaire de fraude. Libération qui donne l'information révèle une rocambolesque affaire de falsification de notes, laissant sans voix ces étudiants de l'UCAD. Quand j'ai appris cette nouvelle-là, vraiment j'avais le cœur meurtri en fait, parce que je n'attendais pas à ça dans ce département. Je dirais même dans cette faculté qu'il va falloir que nos diplômes aient une valeur. Et pour que nos diplômes aient une valeur, il va falloir être sérieux et rigoureux dans ce qu'on fait. Recruté comme contractuel, le mis en cause était chargé de la gestion de la base de données des notes des étudiants. Il lui est reproché d'avoir profité de sa position pour proposer à des étudiants et étudiantes de gonfler leurs notes en échange de sommes d'argent pour les garçons ou de faveurs sexuelles pour les filles. Moi, je ne peux pas tolérer des étudiants qui restent dans les chambres, des étudiants qui ne viennent même pas à l'amphi, qui ne partent même pas réviser après à la sortie des résultats et ils seront les étudiants qui valident. Nous le condamnons, ce n'est pas du tout normal parce que l'étudiant, en tant qu'étudiant qui travaille, ça mérite ses notes. Il mérite ses notes. Son complice, un étudiant en Master 2, est arrêté à l'aéroport alors qu'il rentrait d'un voyage. Sa commission s'élevait à 50 000 francs CFA pour chaque dossier. Lui qui était chargé de lui trouver des clients, révèle la source. Je veux que l'administration soit sévère à l'encontre des étudiants, à l'encontre aussi des gens qui gèrent la saisie et l'introduction des notes au niveau de chaque département. Je veux que l'administration soit sévère en fait. Il va falloir être vigilant. Oui, il va falloir être vigilant parce que vraiment, dans ce département, cette chose devrait être vraiment évitée. Nous demandons à ce que la justice soit faite pour que ces actes ne se répètent plus. Il a été attesté que 18 étudiants ont bénéficié de cette fraude. L'enquête a été lancée par la Direction spéciale de la cybersécurité depuis novembre dernier, suite à une plainte déposée par le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Des questions diplomatiques, la Mauritanie a expulsé plusieurs personnes qui résidaient sur son sol de manière irrégulière. Il s'agit de Sénégalais, de Guinéens, de Maliens, d'Ivoiriens, entre autres nationalités. Des pêcheurs sénégalais, ils sont également détenus pour des défauts de papier. Souleymane Diallo de l'ONG Otra Africa affirme que c'est une décision légitime de la part de la Mauritanie. Néanmoins, elle risque de porter atteinte au bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie.
C'est déplorable que c'est un pays voisin. Sur le plan sentimental, ça peut toucher, mais c'est tout à fait normal. Des expulsions d'étrangers en situation irrégulière se font dans tous les pays. Le Sénégal le fait régulièrement. Que la Mauritanie puisse expulser des ressortissants sénégalais qui sont en situation irrégulière, comme le Sénégal le fait également régulièrement avec d'autres citoyens d'autres pays qui sont en situation irrégulière au Sénégal, qui sont expulsés dans l'indiscrétion totale. La Mauritanie n'est pas membre de l'espace de la CEDEAO, donc ce que nous conseillons vraiment à nos compatriotes, surtout qui sont à l'extérieur, de faire le maximum pour se régulariser. Et le Sénégal également, parfois nous dans ce débat-là, certains comparent le Sénégal avec certains pays. Le Sénégal est à un niveau vraiment de respect des droits de l'homme, de liberté et de l'application des conventions à un niveau supérieur par rapport à certains pays limitrophes. Pour terminer, très rapidement, au nord de l'Afrique, la Libye lance le premier appel d'offres pour l'exploitation pétrolière depuis 17 ans. C'est Massoud Souleiman, le président par intérim de la Compagnie nationale de pétrole, qui l'a annoncé lors d'un discours en début de semaine. La Libye est pratiquement passée au rang de premier plus grand producteur du pétrole en Afrique. Le pays est résolu à attirer de nouveaux investisseurs pour relancer l'exploration et pour moderniser son secteur énergétique en dépit de l'instabilité politique. La production libyenne dépasse aujourd'hui les 1,4 million de barils par jour, mais la Libye est exonérée du respect du quota de production émis par le PEP dans sa politique de baisser la production. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Nombreux sont les journaux qui sont revenus sur les manifestations et violences politiques enregistrées au Sénégal entre 2021 et 2024. Enquête, par exemple, revient sur ces cas de manifestations. Sur le journal, des journalistes et scientifiques font état de 65 victimes identifiées, alors que l'État parle de 79 à 81 morts. Face à l'inertie de l'État qui n'avait pas jugé nécessaire de faire le bilan des personnes tuées ces manifestations, un collectif d'une quarantaine de journalistes et scientifiques s'était mobilisé pour documenter l'ensemble des victimes de la répression policière, écrit le journal Enquête. Rémi Quotidien, sur le bilan définitif établi par ce collectif, fait état de 65 morts contre 81 dans la base de données du comité en charge de l'assistance. Mais selon Source A, à quel nombre se fiait l'Agence nationale de la statistique et la démographie des comptes 79 décès? Faux, semble lui rétorquer un consortium de journalistes, de cartographes et de scientifiques de données dénommées Cardiographie Sénégal, qui a dénommé 65 victimes, dont 51 par balle, révèle la publication. Walf Quotidien lui rappelle 12 ans après l'incendie à la Médina, un drame toujours vivace. 9 enfants étaient morts calcinés. Les confessions du maître coranique de la maman de la fille tuée, Baba Karnian, délégué de quartier, indique que le danger existe toujours et il se crée les mêmes phénomènes, a-t-il déclaré dans les colonnes de Walf. Autre inquiétude, c'est dans les journaux La Tribune, Le Quotidien qui signale une fuite de gaz sur la plateforme du jugement Grande Tortue Ahmeyim que le Sénégal et la Mauritanie exploitent conjointement à leurs frontières. Sur La Tribune, pendant 2 semaines, il y a cette fuite de gaz et l'inquiétude monte de jour en jour selon la Fédération nationale des pêcheurs de Saint-Louis. Le Quotidien lui titre Inquiétude sans fond en Mauritanie. Restons dans Le Quotidien avec Khalifa Sall qui a renouvelé sa plainte à la section de recherche de la gendarmerie nationale concernant l'incendie du siège de Tahaou Sénégal, la coalition dont il est leader. L'ancien maire de Dakar relance la justice et exige le traitement de sa plainte selon Le Quotidien. Le leader Tahaou dénonce une inéquité dans le traitement de sa plainte. Son l'info, c'est Khalifa Sall qui charge Sonko. Je me suis rendu, dit-il, à notre siège après l'incendie criminel malgré l'existence de preuves. L'enquête reste dans ses droits. Dans Vox Populi, ça saigne entre Aminata Touré et Thierno Alassane Sall. Le journal précise qu'Aminata Touré a servi une situation directe à Thierno Alassane Sall et une autre à un responsable du parti dirigé par le député qu'il avait accusé d'être impliqué dans un détournement de près de 2 milliards de francs CFA. Sud Quotidien met en exergue les maladresses et dérives langagières des ministres siégeant actuellement dans le gouvernement, des attitudes qui tranchent avec la rupture tant attendue. Le journal Sud Quotidien semble se désoler à propos que les régimes se suivent et se ressemblent avec leur lot de dérives langagières et autres maladresses. Le Soleil lui parle de la culture du blé en pleine promesse dans le nord du pays. Dans l'aval du fleuve Sénégal, rapporte le journal, des variétés de blé homologuées par l'ISRA sont expérimentées dans les champs-écoles. En sport, Record parle du match prévu aujourd'hui dans le cadre de la Ligue des Champions. PSG Liverpool, l'aspirant au défi de l'ogre. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.